association d'acteurs non étatiques, d'entreprises, de collectivités, d'acteurs de la recherche, également de syndicats. Nous développons principalement 3 activités pour renforcer les actions climat de cette communauté Climate Change. La première est un portail Internet qui est composé de plusieurs outils à disposition de ces acteurs, donc comme une cartographie de l'action qui recense près de 400 projets à travers le monde, mais également une bibliothèque du climat ou un agenda du climat qui recense les événements majeurs de l'année. La deuxième activité, c'est le troisième, c'est United Actors. C'est les événements que nous organisons, principalement des sommets annuels. Ces événements qui nous permettent de réunir des coalitions thématiques autour de feuilles de route. Ces feuilles de route sont formulées et portées par ces mêmes acteurs de ces coalitions thématiques. Alors, bien entendu, cette année, il n'y aura aucune coalition, aucun sommet. Donc, pour assurer la continuité du travail de ces coalitions, Climate Change a décidé d'organiser 2 séries d'ateliers virtuels, avec une première série qui a pour but de faire un point sur la situation des coalitions thématiques et l'impact du coronavirus et de la pandémie sur la mise en œuvre de leurs projets. Puis une seconde série qui aura lieu à partir de l'automne, qui est un peu plus précisément sur l'avancement des feuilles de route de ces coalitions, donc un travail plus rapproché entre les membres de ces coalitions. Voilà, et enfin, la troisième activité principale de Climate Change, c'est Analyzing Climate Actions, que vous voyez sur le PowerPoint. Donc ça, c'est l'Observatoire Climate Change, qui, lui, analyse et synthétise les actions climat mises en œuvre par tous ces acteurs et qui cherche à fournir en fait une analyse qualitative des stratégies d'atténuation et d'adaptation de ces acteurs. En quelque sorte, en fait, nous essayons de raconter une histoire derrière les données, derrière les chiffres, et de fournir une sorte de boîte à outils que les acteurs peuvent utiliser toute l'année, de solutions qui marchent et qui sont suivies. Voilà. Alors, la session d'aujourd'hui, prochaine slide. Alors, la session d'aujourd'hui est une session introductive, donc de la première session d'ateliers virtuels, de la première série d'ateliers virtuels de Climate Change. Mais également une session pour conclure, une séquence de plaidoyer des membres de Climate Change auprès des dirigeants européens. Cette séquence de plaidoyer était composée de 2 documents. Donc, le premier que vous voyez à gauche est une adresse aux dirigeants, les appelant à mettre au cœur des plans de relance et de leur politique de transformation 2020, le climat et la solidarité internationale. Et le deuxième document vient étayer et appuyer les propos des membres de l'adresse, avec une synthèse des résultats observés, des meilleurs résultats observés par l'Observatoire ces 2 dernières années, et afin de démarquer un petit peu l'approche des membres de Climate Change pour cette action de plaidoyer. Alors, pourquoi se baser sur ce qui fonctionne? En fait, c'est en quelque sorte la réponse de Climate Change à la question de cette session qui nous rassemble aujourd'hui, qui est comment transformer les objectifs de neutralité carbone 2050 en action à court terme. Cette question part de 2 constats plutôt simples. Le premier, c'est que depuis 2015, nous assistons à un élan mondial d'engagement vers la neutralité carbone de la part des collectivités, des entreprises, mais également tout un tas d'acteurs. Beaucoup de ces acteurs sont déjà impliqués dans des initiatives individuelles, mais également collectives, comme la Convention des maires ou Renewable Energy 100, etc. Alors, beaucoup de ces initiatives ont donné lieu à déjà beaucoup de mises en œuvre et de résultats concrets, mais il est encore difficile de donner une image fidèle de ces résultats. Est-ce qu'on fait ces suivis par secteur ou par échelle de gouvernance, par exemple? Pourtant, ce suivi est en lui-même un fort potentiel pour suivre les progrès à l'échelle nationale et pour rehausser les ambitions à court terme des États qui prennent encore trop peu suffisamment en compte l'action des acteurs de leur territoire. Et le deuxième constat, c'est bien sûr l'actualité ces 6 derniers mois liée à la pandémie du coronavirus, qui nous met face à une situation d'agir de triple nature, à la fois sociale, écologique et économique. Ces 3 piliers sont aussi ce qui définissent ou ce qui devrait définir le développement durable depuis les années 70. En réponse à cette situation d'urgence, on a bien vu qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements publics dans les économies, notamment en Europe,
pour affronter la récession des mois à venir, voire des années à venir. Et donc, c'est le moment de démontrer que le traitement simultané de ces trois enjeux, finalement, est possible. Et si l'approche adoptée par l'Union européenne et par tous ces acteurs européens, pour répondre à ces trois enjeux est la bonne. Donc voilà pourquoi pour nous, il est important de ne pas repartir de zéro et de reprendre et de diffuser ce qui fonctionne en Europe, mais aussi ailleurs, hein, puisque le scope de Climate Change est mondial. Car sinon, tous ces plans de relance peuvent nous mener à un statu quo, comme le montrent plusieurs études sorties dernièrement, avec celle de l'Université d'Oxford, par exemple, qui montre que les plans de relance du pays du G20 montrent que 92% des mesures proposées n'auraient peut-être pas d'impact, ni négatif, ni positif, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et plus récemment, une autre initiative qui s'appelle Energy Policy Tracker montre également que dans les pays du G20, 56% de l'argent public qui est engagé par ces plans de relance soutiendrait les énergies fossiles. Donc voilà, donc pour approfondir un peu plus cette question du suivi et de l'évaluation des projets des acteurs européens, mais également qui sert également celle des États européens. Et avant d'introduire notre panel, je vais vous donner la parole brièvement à Antoine Vico, mon collègue, de l'Observatoire Climate Change également, pour donner un bref aperçu du contenu de la synthèse que nous avons publiée l'an dernier. Bonjour à tous, merci d'être là, j'espère que vous entendez bien, que le son fonctionne bien. Alors effectivement, cette contribution de l'Observatoire Climate Change à notre action de plaidoyer européen dans le cadre des politiques de relance et de transition structurelle, nous avons décidé de faire une compilation de tous les meilleurs exemples et les plus grandes réussites des territoires et des acteurs de la société civile et des entreprises pour assurer la transition de 4 secteurs qui nous paraissent fondamentaux, à la fois pour la transition écologique, énergétique et climatique, mais également pour la relance économique face à l'arrêt des activités qui s'est déroulé ces 3 derniers mois et la potentielle crise économique que nous allons devoir affronter internationalement. Donc, nous avons décidé de nous focaliser sur 4 secteurs qui représentent dans leur transversalité l'ensemble du travail de l'Observatoire depuis 2 ans, que ce soit dans ses bilans annuels de l'action des acteurs étatiques ou dans ces cas d'études publiés tout au long de l'année, des cas d'études qui ont un scope géographique, territoire, région, ville et pays. Donc, le premier secteur, l'énergie, est un secteur qui a été durement touché durant le Covid, d'une part parce que la baisse de la demande, notamment de pétrole, conjuguée à un affrontement géopolitique entre la Russie et l'Arabie Saoudite, a remis en cause les grands équilibres énergétiques internationaux et a poussé une réflexion plus poussée sur la décarbonation de notre mix énergétique, sur notre efficacité énergétique et sur le choix de nos usages. Le contexte pré-Covid était déjà très marqué, avec des renouvelables plus abordables que jamais, un taux d'investissement dans de nouvelles capacités qui ne cesse de s'accroître. Et puis, de l'autre côté, un charbon qui est en déclin en Europe et aux États-Unis, même s'il continue à être favorisé par les politiques énergétiques, notamment en Asie. Mais on a globalement une tendance qui pousse à l'électrification des usages, à condition que ceci soit soutenu par des sources propres. Nous avons donc remarqué un certain nombre de cadres nationaux qui ont été extrêmement favorables pour faire basculer les mix énergétiques en très peu de temps. C'est le cas notamment du Royaume-Uni. Et nous avons pu détailler, donc vous pourrez le découvrir dans ce document, dans cette synthèse, un certain nombre d'initiatives locales qui sont conjuguées avec ces cadres nationaux pour pouvoir assurer une gouvernance énergétique beaucoup plus proche des citoyens, beaucoup plus proche des communautés, qui vont favoriser également la gestion de l'intermittence des renouvelables, son stockage, mais également l'efficacité énergétique des enveloppes du bâti en particulier. Pour ce qui est de la mobilité, la crise sanitaire que nous venons de vivre a été peut-être le secteur qui a été le plus marqué par cette crise sanitaire, avec une mobilisation générale du monde, qui a donc posé la question de notre mode de déplacement, de notre rapport à l'espace et au temps en sortie de Covid.
Nous avons donc essayé de repérer tout un tas d'initiatives qui vont favoriser une transition vers les mobilités douces dans les centres urbains, l'intermodalité dans les centres urbains et périurbains, que ce soit pour les passagers ou pour le fret et donc le transport de marchandises, qui aille à l'encontre d'une tendance qui est à redouter, c'est-à-dire la crainte des transports en commun pour des raisons sanitaires, et qui pourrait confirmer finalement ce que le marché de l'automobile n'a pas démenti durant cette crise, c'est que ce sont les voitures les plus émissives, comme les SUV ou les segments premium des marques, qui ont le moins souffert de l'arrêt de l'économie et qui étaient déjà un des principaux facteurs d'augmentation des émissions l'an passé. Troisième secteur, le numérique. Le numérique est au cœur des politiques de transition, mais aussi de relance de l'Union européenne. Allez voir les documents institutionnels de l'Union européenne, c'est toujours très intéressant de voir que croissance ou relance verte est toujours associée au numérique. Le numérique permet en effet de faciliter ces transitions, que ce soit pour l'énergie ou pour les transports, et notamment de les localiser. On a tous fait l'expérience pendant la crise sanitaire et le confinement, et on le fait encore aujourd'hui, des potentialités des outils numériques pour permettre aux gens de travailler à distance, pour permettre aux gens de mieux se connecter à leur réseau de transport, de se tenir informés plus facilement, et donc de réorienter l'économie vers des activités qui sont moins impactantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, on a pu observer qu'en dans la province de l'Ontario, on a eu une très belle leçon de gouvernance avec la mise en place d'outils pour gérer les flux d'énergie, pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables, pour permettre le contrôle par les consommateurs de leur consommation d'énergie, avec des sortes de compteurs Linky qui ont fait grand bruit en France, mais qui cette fois étaient mis en œuvre avec des entreprises locales. Donc, il y a cette idée d'acceptabilité sociale de l'outil numérique qui est au cœur de la réflexion de notre synthèse, et donc qui va permettre d'aller identifier tous ces leviers qui vont faciliter les politiques de relance de demain. Et enfin, un thème qui nous tient très à cœur à Climate Change de par notre prisme d'activité qui est situé notamment en Afrique, c'est la finance climat et son alignement avec les objectifs de développement durable. En particulier, on ne pourrait imaginer une transition qui soit inégale d'un continent à l'autre. En tout cas, ce que nous prônons, c'est le maintien des transferts de financement du nord au sud pour aider les pays en développement à mener leur propre transition. Depuis la COP de Copenhague, on s'est engagé à 100 milliards de dollars de flux annuels pour le climat. On est aujourd'hui à 71 en provenance de l'OCDE. C'est donc insuffisant, mais il y a des progrès à venir. La mobilisation des financements privés également est essentielle à travers les différentes banques de développement, bilatérales, multilatérales. Pour cela, nous avons repris les éléments de notre cahier finance qui constitue l'une des 4 parties du bilan annuel de l'Observatoire. Et puis, nous insistons également sur le fait que la protection des écosystèmes, à une époque où on essaye de plus en plus de faire converger l'agenda de la biodiversité avec celui du climat, cette protection des écosystèmes, des forêts primaires également, elle est extrêmement dépendante des flux financiers internationaux, les flux touristiques, mais également les flux permis par les mécanismes de compensation. Et lorsqu'on n'a plus d'activité, on n'a plus d'émissions à compenser. Et donc, il y a un trou dans la raquette que nous ne devons pas laisser ouvert. Il y a donc un impératif de solidarité internationale que nous souhaitons tracer en ayant identifié des outils comme la coopération décentralisée, des projets qui ont bien fonctionné en coopération décentralisée, mais également des instruments plus originaux comme le paiement pour services environnementaux au Costa Rica, associés aux paysans locaux, qui sont des mécanismes internationaux qui permettent de financer et d'organiser des projets de terrain favorables à la biodiversité, favorables à la transition écologique et climatique. Voilà, merci Antoine. Alors ça, pour rappel, c'était une brève introduction de la synthèse qui a pu notre plaidoyer en juin auprès des dirigeants européens. Alors pour approfondir le sujet du suivi des actions climat des acteurs, nous avons invité aujourd'hui plusieurs représentants de réseaux d'acteurs d'entreprises ou de collectivités, ainsi que la Commission européenne qui pourra nous éclairer sur ce que peut apporter un cadre européen à ces acteurs. Donc avec Monsieur David Laurent, responsable du pôle climat
et ressources d'entreprises pour l'environnement, EPE. Madame Sari Rautio, porte-parole environnement CCRE, également de l'Association des autorités locales et régionales de la Finlande, et également président du conseil municipal de Hämeenlinna en Finlande. Et enfin, Monsieur Eero Alio, conseiller transition énergétique et gouvernance locale à la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne. Alors, pour répondre à la grande question de cette session qui est comment transformer des objectifs de neutralité carbone 2050 en action à très court terme, nous avions choisi de structurer en tout cas les échanges autour de deux grandes questions. La première, c'est comment assurer d'une part le suivi des engagements pris par tous ces acteurs, donc collectivités, entreprises et la société civile, et d'autre part, intégrer les réussites dans les stratégies des autres acteurs. Donc, c'est la question du passage à l'échelle ou la dissémination. Je vais poser la question premièrement à Monsieur Laurent, donc responsable du pôle climat et ressources de EPE, peut-être de manière un peu plus personnalisée. Donc, EPE s'est donné un cadre d'action qui s'appelle ZEN 2050 et qui définit la neutralité carbone pour les entreprises membres de ce réseau. Et donc, peut-être la question est également comment EPE aide ses membres à faire le suivi ou disséminer des pratiques observées au sein de son réseau. Et puis également, comment peut-être appréhendez-vous l'articulation entre cadre réglementaire encore peu contraignant et puis les engagements volontaires de ces entreprises. Je donne la parole à Monsieur Laurent. Merci beaucoup, Amaury. Et merci de l'invitation. Donc peut-être la première chose pour caler le contexte, peut-être un mot sur EPE, donc Entreprises pour l'environnement. C'est une association de grandes entreprises françaises. On compte environ une cinquantaine de membres qui sont, si on fait très simple, il y a 90% du CAC 40 qui est chez EPE. Et voilà. Et pour les restants, c'est des entreprises principalement cotées le même profil. Donc voilà, donc c'est une entreprise, c'est une association de grandes entreprises et qui travaille uniquement sur les aspects environnementaux et dont le but est d'intégrer l'environnement dans les stratégies des entreprises, de contribuer à intégrer. Alors, pour répondre à la question, en fait, la première chose que je mentionnerai quand on parle des engagements, c'est ce qui s'est passé dans, je dirais, les 18 voire 24 derniers mois, c'est assez inédit. On a vu une déferlante, ou en tout cas une multitude d'engagements qui ont été pris de long terme sur la neutralité. Et ces engagements, ils avaient deux dimensions. Le premier, c'était d'être aligné sur la neutralité carbone, et le deuxième, c'était des engagements de très long terme, dont un certain nombre étaient alignés sur l'accord Paris, donc 2050. Et ça, c'est assez nouveau, puisque jusqu'à il y a quelques années, les engagements volontaires ou les stratégies d'entreprise, c'était voilà, peut-être l'horizon stratégique, c'était 5-10 ans, peut-être dans certains secteurs où il y avait des infrastructures ou des assets qui avaient une durée de vie plus longue, on pouvait bien sûr aller au-delà, mais on était quand même sur des échelles de temps qui étaient relativement courtes. Et là, ce sujet de 2050 de neutralité carbone, ça a quand même été déjà transformatif dans la façon d'envisager le futur. Donc effectivement, ensuite, vous avez mentionné ZEN 2050. Donc ZEN, c'est pour zéro émission nette, et donc en 2050. C'est une étude que PE a réalisée avec ses membres sur les conditions de réussite de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, la première chose que je voudrais mentionner là-dedans, c'est même avant de parler de comment est-ce qu'on suit des engagements, c'est le fait de prendre des engagements. Moi, donc j'étais le coordinateur de cette étude, et une des choses vraiment qui a été très marquante, c'est le fait de travailler avec ces personnes sur cet horizon de temps, qui soulève en fait des nouvelles questions, des transformations économiques, industrielles, sociétales, qu'on n'a pas forcément l'occasion de saisir dans d'autres cadres. C'est déjà un premier élément d'action, surtout d'appropriation des sujets. C'est des sujets qui sont complexes parce que de long terme, parce que multidimensionnels, parce que associant différents acteurs. Et le fait de se projeter et surtout de dire on va y aller,
ça pose derrière la question de comment on va y aller, et c'est déjà une première étape très importante. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut noter, c'est justement quand c'est se poser cette question sur qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone à 2050. La question derrière, c'était est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'il faut y aller. Et c'est ça aussi qu'on a permis de hacker dans cette étude. C'est en s'appropriant le sujet, du coup, cette cible on a commencé à travailler en 2017. Donc, ces sujets étaient, je dirais, pas encore aussi consensuels qu'en 2020. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé en 3 ans. Et donc, ces entreprises ont pu s'approprier le sujet, en discuter. Et une des conclusions, c'était oui, c'est possible. Et pour y aller, on ne peut pas y aller tout seul. On a besoin de y aller ensemble, c'est-à-dire entre entreprises, mais également en associant les autres acteurs, que ce soit les collectivités locales, les pouvoirs publics de manière nationale, voire régionale, évidemment, et les citoyens également. Et donc, c'est un peu là qu'on peut faire le lien avec comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on suit ces commitments. Parce que maintenant, si on parle un petit peu, je dirais, de l'aspect pratique pour une entreprise, il y a trois je dirais, modes d'action. Premier mode d'action, en fait, il est assez simple, c'est la réglementation. La réglementation, c'est une obligation pour une entreprise, donc c'est ça qui va orienter sa stratégie, la façon dont elle va faire du business, la façon dont elle va s'organiser, la façon dont elle va fournir un service. Donc ça, c'est un élément clé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plans à 2050, des stratégies nationales, des plans carbone nationaux qui se mettent en place. Et ça, pour une entreprise, c'est structurant parce que justement, ça donne un cadre, ça donne de la visibilité sur où on va aller, ça va les permettre d'intégrer dans leur mode de fonctionnement ces stimuli externes. Ensuite, le sujet compliqué étant qu'aujourd'hui, ces réglementations sont souvent ou nationales ou régionales dans le cadre de l'Union européenne, mais qu'on est dans une économie mondialisée où il y a ce sujet d'équité, de concurrence, de compétitivité. Et on en arrive toujours à ce point-là. Comment est-ce qu'on arrive à être aussi ambitieux que possible, mais en s'assurant qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Ensuite, le deuxième élément, et qui est très intéressant parce qu'il est… Pardon ? Oui, assez rapidement, et encore 30 secondes pour… D'accord. Deuxième élément, c'est l'action volontaire. L'action volontaire, c'est ce qu'une entreprise va faire spontanément. Et là encore, elles peuvent faire beaucoup de choses, mais elles sont limitées clairement par leur propre décalage par rapport aux autres entreprises. On parle souvent de first mover advantage, donc l'avantage des pionniers, mais il y a également cette notion de first mover disadvantage, c'est-à-dire en allant peut-être trop vite, trop loin, on peut se mettre à risque. Et évidemment, cette notion d'action volontaire, elle est à connecter au niveau de ce qui se fait au niveau réglementaire. Les deux sont bien sûr connectés. Quelle est la place du volontaire par rapport à l'obligatoire? Et le troisième, on aura peut-être l'occasion de revenir après, qu'on appelle les engagements volontaires d'entreprise, où là, c'est également une structure hybride, puisque ces engagements volontaires sont publics et peuvent acquérir une certaine dans le sens juridique, une certaine ensuite dimension d'obligation. Voilà pour le paysage sur comment est-ce qu'on peut se positionner. Merci, Monsieur Laurent. Du coup, ça pose aussi la question également de si on veut mettre ces entreprises-là au même niveau, à la même vitesse, peut-être la question du réglementaire, en fait. Est-ce qu'on a peut-être sous-estimé l'effet du réglementaire et de l'obligation pour tous, pour accélérer peut-être l'action collective des entreprises? Peut-être que c'est une question qui est encore peut-être trop timidement abordée aujourd'hui. On pourra peut-être en revenir plus tard en développant sur les engagements volontaires. Je vais poser la même question à Madame Rahatio. Alors, Madame Rahatio est la porte-parole CCRE et le porte-parole des collectivités territoriales à l'échelle européenne, notamment à l'occasion de la formulation des stratégies et des plans d'action climat 2030 de la Commission. Donc, si je devais personnaliser un petit peu la question, ça serait aussi comment on peut suivre la mise en œuvre des objectifs européens 2030 à l'échelle des collectivités et comment assurer le passage à l'échelle des réussites déjà observées et suivies plus ou moins bien à l'échelle des territoires, quoi. Voilà, la parole est à vous. Yes. Okay, thank you so much. Bonjour.
Merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à ce débat intéressant et très important. Je dois dire d'abord que M. David Laurent a donné une très bonne présentation et je suis tout à fait d'accord avec les choses qu'il a déjà mentionnées par rapport au climat et pour dire que l'association Climate Change fait vraiment un très bon travail. Je veux vraiment vous remercier pour cela. Donc, je viens de la Finlande. Je viens de Hämeenlinna, dans ma ville natale. En ce moment, c'est l'été chez nous. Bien sûr, la situation difficile que nous avons connue avec le Covid et avec les changements climatiques, bien sûr, c'est un problème mondial et c'est important que nous puissions trouver des solutions et faire face à cela ensemble. Merci d'abord pour cette première question. Pour ce qui est des objectifs de neutralité carbone 2050, bien sûr, ces objectifs doivent être inclus dans toutes les politiques. C'est très important. Nous ne pouvons plus à présent avoir de politiques spéciales à part, mais elles doivent être impliquées dans toutes les politiques. Cette question plutôt doit être incluse dans toutes les politiques. Dans tout ce que nous avons fait à l'Union européenne au cours de cette année et pendant la crise du Covid, c'est très important. Et il faut que ces objectifs soient ensemble, soient inclus. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, et je crois ce qui est aussi très importante, et M. Laurent l'a évoqué également, l'impact, si nous voulons vraiment avoir un changement systémique, il faut que ce soit basé sur la collaboration, la co-créativité. Pas seulement les entreprises, pas seulement les États, pas seulement les collectivités locales ou régionales. Personne ne peut faire cela par soi-même. Nous devons travailler ensemble. C'est vraiment très important. Et il faut que également les citoyens soient impliqués dans la vie de tous les jours. Ce sont eux qui font vraiment les changements, bien sûr, avec les entreprises et les autorités, mais la collaboration est vraiment très importante, peu importe où vous vous trouvez. Ensuite, troisièmement, c'est la mesure, comment mesurer. Nous avons déjà parlé de cela. Comment mesurer? Nous devons comprendre, ça doit être compréhensible pour tous. Et cela doit toujours conduire à l'objectif, au but commun sur lequel nous sommes basés. Bien souvent, nous avons tendance à oublier les mesures lorsque nous parlons d'argent, par exemple. C'est pourquoi il est important, et c'est ce que nous avons fait jusque-là, l'Union européenne, c'est-à-dire nous combinons les objectifs avec les objectifs communs, avec les ressources et les nouvelles innovations. Nous faisons une combinaison de cela et c'est vraiment important pour conduire un changement systémique. Et en dernier, mais ce n'est pas le moindre, les ressources que nous avons, il faut d'abord qu'ensemble, c'est ce que nous avons fait en Finlande et dans ma ville particulière, nous avons travaillé ensemble autour d'une table avec des citoyens, avec bien sûr les autorités de la ville de Hämeenlinna. Et nous avons décidé de parler ensemble, de voir que pouvons-nous faire, quelles sont les actions que nous pouvons mener pour atteindre ces objectifs, pour conduire à ce changement qui est si nécessaire. Nous devons bien sûr travailler aussi en amont pour former d'abord ensemble les objectifs, pour décider ensemble des objectifs. Je crois que c'est ce que j'aimerais dire. Voilà, ce sont les 3 points principaux que je voulais évoquer pour cette première question. En tout cas, merci beaucoup. Pardon, le son. Donc, je remercie Madame Raoult en disant que vous parliez beaucoup de co-création et comment peut-être plus concrètement c'était mis en œuvre à l'échelle de votre ville et comment en fait vous faisiez en sorte que, alors la notion de faire en avance, ou peut-être de faire son action en avance pour répondre à un petit peu
global montre aussi à quel point aussi on doit s'intéresser peut-être un peu plus à l'action des territoires, des entreprises, avant de vouloir atteindre un but national ou européen ou mondial, puisque ça va être certainement peut-être les premières étapes de la transition. Je pense que là, du coup, on a une bonne transition pour laisser parler Monsieur Ailio. Comment l'Union européenne aussi peut favoriser cette co-création, mais très concrètement finalement, puisque l'Union européenne a lancé l'European Climate Pact très récemment aussi, qui vise à inclure les acteurs dans les réflexions du pacte vert pour l'Europe, en s'appuyant sur les activités existantes, mais aussi pour en lancer des nouvelles. Comment en fait, en tout cas la Commission, peut-être seulement la DG Énergie, favorise cette co-création et assure en tout cas le suivi des engagements européens, encore une fois, pour revenir à la question principale. La parole est à vous, merci. Merci et grand merci pour l'invitation dans cet événement. C'est vraiment un plaisir de parler ici. Je ne parle pas beaucoup de français maintenant, donc je dois changer pour l'anglais parce que je me suis préparé pour discussion en anglais. Excusez-moi pour tous ceux qui préfèrent peut-être la langue de Molière. Voilà, so on this topic, what Donc, is pour left? ce sujet, alors ce que je pourrais rajouter à ce qui a déjà été dit, puisque nous avons tous un peu la même pensée, que ce soit M. Laurent, Mme Rotio, ce que je pourrais rajouter pour ma part, on a parlé du pacte européen et comment est-ce qu'on arrive à ce genre de solution. Je crois que derrière, c'est la conviction d'abord de passer à la transition énergétique et dans notre lutte contre le changement climatique. D'abord, il faut agir sur la demande et sur la fourniture. Donc, quand nous sommes l'offre et la demande, il faut que nous soyons activement engagés, pas seulement au niveau des gouvernements centraux, mais aussi à d'autres niveaux de gouvernance, par exemple au niveau local et régional avec les collectivités. Donc, le gouvernement central doit également changer sa politique dans ce sens. Idéalement, ça va impliquer tous ces différents niveaux de gouvernance dans la manière de décider des politiques de climat, mais au minimum, ce que moi j'appelle la mise en place de la politique, il faut que ce soit fait à tous les niveaux, du haut vers le bas et ensuite jusqu'au niveau local, c'est-à-dire amener dans toutes ces discussions, dans toutes ces étapes de planification des membres qui ne sont pas étatiques, c'est-à-dire inclure également les collectivités, les entreprises et également au niveau le plus bas, donc les citoyens à la base. Donc, vous avez mentionné effectivement le pacte européen pour le climat, qui est un outil qui est en train d'être créé ou co-créé. La consultation publique est toujours ouverte. Nous voulons avoir des retours de personnes en Europe et nous voulons savoir ce qu'ils vont faire avec cet outil. Mais ce pacte a pour but d'inclure tous les acteurs, que ce soit les écoles, les académies, les citoyens, les villes et les entreprises également, et mettre tout le monde ensemble pour leur donner la possibilité de prendre des engagements pour que nous puissions aller de l'avant pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important également. Nous avons également fait quelque chose au niveau de la législation. C'était à peu près il y a 1 an, au niveau de la gouvernance, de la régulation de la gouvernance, qui donc donne des obligations juridiques sur les États membres, que ce soit la France et tous les autres pays, à avoir justement cette gouvernance plus à multiniveau ou ce dialogue à multiniveau. L'idée, c'est que ce dialogue, ce n'est pas seulement, c'est pour permettre justement de demander à tous les différents niveaux d'acteurs de partager leurs idées et quelles sont leurs intentions, comment ils ont l'intention de mettre en place le pacte de climat et quelles sont leurs stratégies pour justement atteindre
les engagements de cet accord. Donc, il y a un peu de loi, mais il y a également tout ce qu'on appelle aussi les mesures plus soft, donc avec les maires, par exemple, et les Smart Cities, par exemple, toutes ces autres initiatives et qui sont de plus en plus importantes, qui gagnent vraiment en importance à présent. Alors, donc cette approche à plusieurs niveaux avec l'outil que nous utilisons qui nous donne aussi de faire une évaluation de l'impact de ces choses à différents niveaux. Donc, alors, quand nous avons donc des outils, c'est important de nous appuyer sur des entités qui ont été établies, ou si vous voulez organiser vous-même le monitoring, alors vous devez au moins utiliser les normes qui sont requises. Personne ne veut faire, personne ne veut vraiment faire les rapports, mais en même temps, c'est très utile. Donc, il faut le faire selon les normes qui ont été communiquées. Bien sûr, nous avons aussi la question de la communication que M. Laurent a mentionné. Nous devons toujours parler avec un langage que tout le monde puisse comprendre, parler de ces progrès, de ces indicateurs qui puissent être compris de tous, pas avec un langage scientifique. Peut-être pas parler autant des icebergs ou des ours polaires, mais de ce qui se passe à l'école, à la maison, au travail, des choses qui sont plus proches de nous, que les gens puissent vraiment comprendre de quoi nous parlons. Et peut-être la dernière chose qu'on peut mentionner, la question des secteurs ou de solutions holistiques ou hybrides. Alors pour faire cela, il faut que nous puissions briser un petit peu les différents silos que nous avons entre les différents secteurs de transport et d'autres, et que nous puissions, toujours dans le contexte de ce monitoring, c'est d'avoir une meilleure visibilité des bonnes performances des municipalités, des compagnies, des entreprises. Elles ont fait quelque chose de bien, d'utile. Alors nous voulons nous servir de ces exemples pour aller de l'avant, que ce soit pour faire passer des lois ou simplement pour développer de nouveaux projets, pour que ce soit également plus accessible et que les gens puissent comprendre qu'ils peuvent faire des choses au niveau local et que nous, au niveau européen, nous ayons beaucoup plus de ce genre de discussions, d'échanges qui sont vraiment clés pour nos opérations. Le dernier point, c'est les données. Parfois, les gouvernements ont des données que les gouvernements locaux n'ont pas, mais qui seraient utiles. Là aussi, c'est un message que nous voulons donner, de mettre à disposition les données dont les personnes auraient besoin. Merci, Monsieur Alliot. Alors, on ne peut que vous rejoindre sur le constat déjà tout d'abord des données. Ce sera d'ailleurs un sujet que nous allons creuser sur l'usage des données par les acteurs africains notamment et détenus par les États africains ou par même la région, certains acteurs internationaux au mois de septembre. Et je note également qu'il y a un travail, très heureux de voir aussi qu'il y a un travail assez concret sur le cadre législatif des États européens sur comment concrètement ils peuvent intégrer les différents niveaux de collectivité dans leur action, dans la planification climat et dans tous les secteurs. Donc, il y avait des éléments très concrets de réponse à venir. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose que, alors pour 10 minutes, on va essayer d'aller un peu plus en précision avec une seconde question. Et après, nous laisserons la parole aux participants avec notamment certaines questions. Alors, la seconde question, elle a davantage trait aux outils qui existent, aux outils de suivi à disposition des acteurs, à savoir s'ils sont encore suffisants pour transformer leur objectif de long terme, encore une fois, en moyen à court terme, et à quel point ils peuvent peser aussi sur les capacités techniques et financières de ces collectivités, de ces entreprises et des citoyens, comme l'a longuement mentionné M. Alliot. Je vais poser donc la question premièrement à M. Laurent, qui parlait tout à l'heure du rythme des évaluations et des indicateurs également de l'évaluation climat pour les entreprises. Merci. Effectivement, cette question de l'évaluation, c'est un peu le corollaire de ce qu'on a discuté en première partie, c'est-à-dire la multiplicité des engagements. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense,
ça s'explique très bien, mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est aucun acteur seul n'a la solution. Donc, du coup, il y a eu une déferlante, je dirais, d'actions, en particulier non étatiques et d'alliances, de coalitions, voilà, pour justement aider à augmenter ce niveau d'ambition climatique. Et très vite après, du coup, il y a cette question de c'est bien de prendre des engagements, mais comment est-ce qu'on le suit? Et donc, l'enjeu, c'est de la redevabilité. Comment on suit ces engagements? Et c'est toujours compliqué parce que c'est des choses souvent multi-acteurs ou quand on lance des choses, après, c'est pas tout le temps fait de façon très sérieusement. Et ça, je dis ça autant d'un point de vue entreprise que des initiatives étatiques ou autres. Il y a quand même il y a des outils qui marchent bien. Là, j'en ai plusieurs en tête. Il y a des choses qui ont été faites par le MEDEF en France, qui est ce qui s'est appelé le French Business Climate Pledge, donc les engagements des entreprises françaises pour le climat. Et c'était du volontaire, et maintenant ils font le point de manière régulière sur voilà ce qu'on avait dit, voilà ce qu'on fait. Et là, on est finalement dans le pur volontaire. Il y a des choses également qui existent que EPE, entre autres, a lancé sur un projet qui s'appelle Act for Nature, sur des engagements d'entreprise pour la biodiversité, où pareil, il y a maintenant, quand on prend des engagements, il y a systématiquement un des engagements, c'est de s'engager justement à reporter sur le degré d'avancement. On retrouve ça aussi au niveau international. Par exemple, il y a la plateforme sur le sujet du climat, la plateforme NASCA, qui recense les engagements des acteurs non étatiques pris dans le cadre des conférences internationales sur le climat. Donc là encore, c'est un outil, mais voilà, où il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on sent qu'il y a cet enjeu de redevabilité, il augmente un peu plus. Et puis ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut améliorer? En fait, on se rend compte, moi en tout cas, là c'est peut-être plus une opinion personnelle, sur ces sujets-là, il faut qu'on aille plus loin parce que ce qui a été dit par les autres intervenants, c'est la notion de changement systémique. Et c'est complètement vrai. On a pris tellement de retard sur ces enjeux-là que maintenant, les transformations à faire, elles sont massives. Elles sont de long terme, et donc du coup il y a besoin de passer à l'échelle de matière massive. Donc au-delà d'aller regarder ce que c'est les engagements climat, en fait, c'est surtout de regarder c'est quoi aujourd'hui les stratégies ou les choses structurantes. Donc, on parlait en introduction des plans de relance ou des plans d'urgence, des plans de sauvetage dans le cadre du Covid. L'enjeu aujourd'hui, il est là, il est nulle part autre. C'est est-ce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va aller dans le bon sens ou pas? On l'a vu en Europe, on a eu un Green Deal qui est extraordinairement aligné avec l'accord de Paris. Donc ça, c'est génial. Par contre, le grand enjeu maintenant, c'est est-ce qu'on a eu toutes ces politiques, ces engagements qui disent voilà la direction. Est-ce que les financements de ce Green Deal vont effectivement suivre la vision qui a été définie? Et je veux dire, si oui, ça sera fantastique, et ça sera fantastique puisque c'est ça qui, au final, oriente l'économie et la façon dont les… Donc, on note une touche positive, en fait, de la progression, en fait, de la partie un peu suivie des initiatives privées, en tout cas, de ce que vous dites. Et c'est vrai que c'est bien de le souligner. J'ai vu aussi dans les commentaires quelqu'un qui disait également, oui, du suivi, mais il faut aussi que ça aille jusqu'au résultat. Et une touche peut-être plus à construire, qui est aussi très intéressante, c'est d'aller un peu aussi au-delà, de regarder que l'action climat de ces entreprises. Parce que là, on parle, en fait, vu l'ampleur des chantiers à venir, c'est comment suivre aussi le caractère structurant, en fait, d'une stratégie climat, quoi. Donc, ça, effectivement, ça, c'est encore d'autres systèmes de suivi à faire, et ça touche vraiment au cœur d'activité des acteurs. Je vais poser donc la même question à Madame Raucho sur les outils existants et en fait et les moyens pour les collectivités. En 2-3 minutes, 3 minutes, 4 minutes maximum. Yes. Thank you so much. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Laurent, qui nous a donné un bon discours. Je crois qu'en Europe, nous avons plus de 130 000 collectivités. Et si nous pensons au monde entier,
il y a énormément de collectivités, d'autorités locales, donc nous devons tous être impliqués. Travailler ensemble, pour travailler ensemble, c'est très important. C'est vraiment important d'inclure toutes les collectivités dans ce thème. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'opportunités mais bien, qui se sont révélées. Il y a eu aussi beaucoup de défis, mais beaucoup d'opportunités que nous avons vues et j'ai vraiment confiance. Nous pourrions justement saisir l'occasion de cette crise sanitaire pour engager un réel changement. Nous pouvons apprendre de cette crise et nous pouvons vraiment aborder la question du changement climatique. Nous pouvons apporter un changement si nous le voulons vraiment. C'est pour cette raison que je suis assez positive, assez enthousiaste. Et nous avons justement ces grands outils. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par le commun des mortels. C'est très abordable. Je crois que nous avons vraiment des opportunités vraiment importantes. Et c'est la tendance un peu dans le monde, même si bien sûr, c'est des choses que nous aurions dû faire il y a longtemps. Mais maintenant que nous sommes face à cette situation, nous pouvons faire beaucoup plus. Dans ma ville d'Améline, nous voulons travailler avec les enfants. Par exemple, en Finlande, nous voulons être dans la neutralité carbone en 2025. Et ces enfants qui sont là aujourd'hui seront ceux qui prendront des décisions. Il faudra qu'ils pensent différemment à l'avenir. C'est pourquoi j'aimerais simplement vous montrer, si c'est possible, de mettre ma diapositive. J'aimerais vous montrer ce que nous avons fait dans ma ville. Je ne sais pas si on peut voir la diapo. Mhm. La deuxième. Voilà, ça c'était ma ville, très jolie. Comme vous pouvez voir hein, ici sur ce schéma, nous avons fait un programme depuis la plus tendre enfance, depuis l'éducation des enfants jusqu'à l'université, en passant par les écoles primaires, les collèges, les lycées, etc. Nous avons donc établi un programme pour tous les enfants, c'est-à-dire que les enfants vont apprendre quelles sont les compétences nécessaires pour un environnement durable. Et nous avons donc mis en place avec notre propre université, nous avons parlé aussi de des ODD. Nous avons travaillé sur tous les ODD qui sont donc abordés avec les enfants dans ce schéma, sur ce programme que vous pouvez voir. Les 17 ODD sont là. Nous sommes vraiment très, très enthousiastes avec ce programme. Le monde, bien sûr, n'arrêtera pas en 2025 ou en 2050, mais comment changer notre mentalité, notre approche? C'est sur cela que nous avons travaillé. C'est pour ça que nous voulons que les enfants soient impliqués. Nous voulons nous focaliser sur eux. En ce qui nous concerne, nous pensons que c'est quelque chose que nous pouvons faire dans toutes les villes, dans toutes les municipalités, partout dans le monde. Nous pourrions travailler ensemble sur un projet semblable en Finlande, dans ma ville d'Amelina. Nous avons travaillé avec l'UNICEF. Je ne peux que souligner vraiment l'importance de cette co-création et de la collaboration. Ok. C'est vraiment des choses que nous devons faire. Merci, Madame Raboutiot. Donc, Thank you oui, very much. vous avez abordé oui, les SDG ou les ODD en français comme peut-être outil de mise en œuvre. En fait, là, vous en avez fait quasiment un programme d'éducation au développement durable sur tout le parcours d'un élève. C'est plus un pari sur l'avenir plutôt qu'un suivi, un outil d'évaluation. Effectivement, on peut se poser aussi la question de est-ce que les ODD sont assez peut-être précis et effectifs pour un outil de suivi des actions climat plus large, comme le disait Monsieur Laurent, sur au-delà du climat, en fait. Effectivement, est-ce que ça peut être une grille aussi de suivi des actions des entreprises ou des collectivités? Alors, pour finir sur cette question des outils existants, je vais poser cette question à Monsieur Alliot, puisque l'Union européenne, d'ailleurs, a mis beaucoup l'accent sur la recherche et le numérique dans son plan de relance. Peut-être qu'il y avait ici une raison sur la possibilité que le numérique aussi apporte une aide pour les progrès de ces des projets, quoi. Yes, thank you. Thank you for this question. I looked at it a bit from a different angle, but fine. Peut-être avec un autre angle. No, that's fine. So, I think you had
Il y a deux questions en fait, hein. Il y a donc on a parlé du réglementaire et du volontaire. Bien sûr, il faut avoir le réglementaire qui nous donne un cadre, qui nous donne une base pour la planification, etc. C'est tout à fait. Et chaque pays a sa propre manière de faire. Mais c'est important d'avoir cette réglementation. Pour donner un exemple, même hier seulement, nous avons eu une discussion avec un collègue qui me parlait d'un cas, en Finlande d'ailleurs, où l'autorité nationale avait bloqué ce genre d'activité qui était pourtant utile pour amener les énergies renouvelables. Mais bon, c'était une question de règlement Mais si nous regardons ces outils donc de monitoring, il faut que ces outils soient vraiment adaptés au développement, aux études de cas, dans les technologies vertes et également pour aider les municipalités ou les entreprises aussi à avoir un accès au financement. Donc, il faut que ce soit très concret, que les données, etc., les résultats doivent pouvoir aider à développer de telles propositions pour accéder au financement auprès des banques, par exemple. Nous savons qu'il n'y a pas autant de capacités que cela, autant de capacités en tout cas dans les plus petites villes ou dans certaines entreprises pour avoir ce genre de financement. Donc, nous avons besoin d'aide dès le début des projets, dès le début des propositions de projets pour qu'elles puissent être acceptées par les banques. Ce que nous avons fait, par exemple, ici à la Commission, nous avons lancé un programme pour faciliter justement cette approche avec également le Covenant of Mayors, l'Alliance des maires. Nous allons bientôt lancer un fonds pour apporter une assistance et pour apporter des bourses et des prêts pour que une entité puisse vraiment commencer son projet. Parmi aussi ces outils, ça a été également mentionné, les CDP, qui est une plateforme aussi de reporting. Bien sûr, l'Alliance des maires aussi a sa propre plateforme, Global Compact. Il y a d'autres choses semblables. Une autre chose que nous avons essayé de faire, si je prends comme exemple Global Covenant, nous avons eu d'autres réseaux de villes, d'autres initiatives de villes en utilisant donc les normes pour le reporting, le monitoring. Par exemple, aujourd'hui, 10 000 villes utilisent cela et c'est vraiment très important. Donc, si nous normalisons les choses, c'est beaucoup plus simple aussi. Avec ces outils, ce qui est important aussi, c'est qu'ils ne posent pas des questions bêtes ou qui ne sont pas utiles. Donc, alors, ne demandez pas, par exemple, des données dont vous n'avez pas besoin. Sinon, vous allez mettre beaucoup de fardeau de pression. Donc, ne demandez que les choses qui vous sont utiles. Et ça, ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Donc, ce que vous pourrez faire également, c'est par exemple utiliser des solutions qui sont déjà disponibles. C'est très important. Je pourrais donner l'exemple de Nazca qui a été mentionné tout à l'heure. Nous sommes arrivés à certaines limites avec Nazca, mais l'Alliance des maires avait commencé à télécharger nos données sur la plateforme Nazca. Et le collègue a dit « Merci beaucoup, mais on ne peut pas prendre trop de données parce qu'il n'avait pas suffisamment de capacité de stockage. Donc, il faut aussi penser à ça, aux capacités de stockage. Et ensuite, le numérique,
C'est quelque chose qu'il faudrait également aborder. On l'a fait avec une compagnie internationale, multinationale, qui a développé un outil Internet pour aider quiconque à avoir accès à des informations sur l'énergie, sur le transport, etc., pour justement donner cet accès à tous, pour ne pas avoir à dépenser forcément beaucoup d'argent dans ces outils et encore demander aux acteurs locaux. Donc ça, c'est beaucoup plus abordable. Et je suis sûre qu'avec l'intelligence artificielle, on aura encore d'autres possibilités qui vont s'offrir à nous. Effectivement, il faut penser aussi que Thank c'est you very much. aussi à accéder à plus de fonds et de financement, parce qu'il est important de montrer qu'il y a déjà un impact pour en demander plus aussi. Et aussi à la rigueur avec laquelle on demande et on exige des données aussi pour ne pas trop. D'ailleurs, je pense que les entreprises et les collectivités qui écoutent sont contents aussi d'entendre ça de la part d'un législateur de l'Union européenne ou d'un État, dire qu'il faut aussi avoir des demandes et des exigences modérées et vraiment très importantes, très précises. Je vais laisser mon collègue Antoine peut-être poser quelques questions de la salle. Alors, si vous, dans 2 ou dans quelques minutes, les réponses seront uniquement en anglais, je pense, puisque notre interprète devra nous quitter. Donc voilà, je laisse la parole à Antoine pour les quelques questions de la salle. Merci à tous. Thank you everyone for your questions. Énormément de questions et de remarques et d'échanges et de débats durant cette conférence. Pour essayer de contenter différents thèmes qui reviennent souvent. Alors, il y a une question qui revient énormément, c'est celle de l'accès au financement en Afrique. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent à l'Union européenne d'intégrer une dimension de solidarité peut-être dans son plan de relance? Peut-être que c'est une question pour M. Elio. Est-ce que les gouvernements locaux, pour ce qui est du CCRE, Madame Haussio, ont une politique, ont des initiatives de coopération qui peuvent permettre d'aller aider les collectivités africaines à développer des projets sur la base des réussites qu'on a pu connaître ailleurs dans le monde? C'est une première question. Je vais essayer d'en enchaîner quelques-unes. Comme ça, vous pourrez répondre un peu à votre guise. On a également des réflexions sur les initiatives du transport en Afrique. Beaucoup de nos amis africains sont là. Merci à vous. Pour ce qui est du transport en Afrique, je vais peut-être prendre les devants en vous invitant à consulter les bilans de l'Observatoire et les cas d'études. Notamment, nous avons un cas d'étude sur la Côte d'Ivoire sur les transports en Côte d'Ivoire qui a été publié la semaine dernière. Rendez-vous sur notre site internet, les liens vont vous être partagés. Vous pouvez les retrouver plus haut dans le chat. Nous avons également tout un tas d'initiatives recensées au long de nos documents. Pour ce qui est du secteur maritime également, nous avons des analyses. Il y a eu plusieurs questions sur le secteur maritime. Nous avons des analyses dessus qui sont disponibles et renouvelées chaque année. L'éducation, énormément aussi discutée sur le chat. Quels sont peut-être des dispositifs prévus par les collectivités françaises, les collectivités européennes en matière d'éducation au changement climatique? Est-ce que c'est un programme qui est intégré aussi au European Green Deal? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des échanges aussi qui peuvent se faire avec l'étranger sur ce sujet? Éducation et financement. Je pense que c'est les deux thèmes sur lesquels vous pouvez répondre à nos spectateurs aujourd'hui. Qui commence? Si vous voulez, Monsieur Elio, vous pouvez commencer. D'accord, peut-être sur cette question sur l'Afrique. Et donc, c'était surtout lié au financement, n'est-ce pas? Si j'avais bien entendu. Oui, pardon, financement et puis éducation aussi dans une certaine mesure. D'accord, donc je peux donner quelques exemples. En fait, il y a du travail planifié sur ce secteur-là, effectivement. Donc, il y a cette approche de Just Transition, en fait, qui est très importante, donc équité dans la politique et aussi dans le Green Deal en général, donc en Europe. Mais ça passe aussi les frontières de l'Europe. Donc, c'est pour ça que nous avons beaucoup de programmes de capacity building et assistants techniques
dont quelques-uns en fait juste au niveau local. Par exemple, avec les villes, il y a une activité qui est avec toutes les villes dans l'Afrique occidentale, donc plusieurs pays là, et Sub-Saharan Africa, donc. Et ça, c'était dans le contexte de Covenant of Mayors, effectivement, et nos collègues qui travaillent sur le développement. Donc, c'est aider effectivement des villes de commencer par le planning et aller jusqu'à la préparation de projets. Et il y a aussi un financement de projets qui est inclus là. Et tout ça, donc ça c'est un exemple qui va être financé, qui va être agrandi en fait ce projet maintenant. Et puis il y a une autre, en fait très similaire, donc un autre programme qui couvre toute l'Afrique. Et aussi nous avons l'Afrique du Nord, donc dans le contexte méditerranéen, donc il y a des programmes similaires. Et donc c'est oui, ça c'est clairement quelque chose qui monte en importance parce qu'on sait que c'est le financement qui compte beaucoup, mais aussi awareness. Donc, et là, on entre dans l'éducation. Et c'est déjà, on le voit que dans beaucoup de pays développés, donc la connaissance de problématiques de changement climatique et tout ça est assez faible. Alors, et donc, c'est la même chose quand on sort de l'Europe. Donc, il y a des investissements là. Je ne peux pas citer de chiffres, je n'étais pas préparé pour ça mais, aujourd'hui, mais je sais que c'est là-dedans. Donc, ceci, clairement. Maintenant, éducation, généralement, pour nous, en fait, c'est quelque chose de très, très important, vraiment très important. Et c'est pour ça qu'on le fait souvent bottom-up, parce qu'il y a une limite juridique. Donc, la compétence de la Commission européenne ne va pas trop loin dans le secteur d'éducation. Ce sont les États membres qui sont qui veulent garder leurs compétences plus ou moins exclusives dans ce domaine-là. Donc, nous pouvons essayer de faciliter l'échange de bonnes pratiques par le programme de twinning, par exemple, entre les pays et toutes sortes par les observatoires, par exemple, précarité énergétique, donc Energy Poverty Observatory has been set up, ce genre de choses-là. Donc, soft programme, mais pas vraiment entrer dans le contexte de curriculum, par exemple. Ce qu'on aimerait bien, parce que je crois qu'on a des idées, mais bon, il faut aller doucement là. Donc, voilà quelques idées. Bon. Merci. Merci beaucoup. Du point de vue des entreprises, merci Monsieur Laurent de répondre au chat sur les plateformes qui permettent le suivi et l'évaluation et plateforme ACT menée par l'ADEME et le CDP notamment, effectivement, est une référence à suivre, comme bien d'autres. Peut-être avez-vous un mot à ajouter là-dessus, Monsieur Laurent? Oui, sur l'éducation en particulier, c'est vraiment quelque chose de clé. Et à deux niveaux. Donc, le premier, c'est bien sûr au niveau des étudiants actuels, puisque ce sont eux qui vont vivre dans les 30 et 40 prochaines années les transformations dont on est en train de parler, mais à la fois les transformations économiques, sociétales, mais également climatiques. Donc, c'est eux qui vont devoir mettre en place ces solutions. Ça, c'est le premier point. Et donc, voilà, c'est très important. Et là, d'intégrer ces enjeux de climat, d'environnement, mais également plus globalement, effectivement, de mode de vie durable, mais dans le curriculum de tous les étudiants. Et il y a des travaux sur lesquels on participe avec le ministère de l'Éducation français sur ces sujets. Et on espère que ça devrait bientôt aboutir. Et ensuite, il y a un deuxième point sur l'éducation qui est évidemment crucial, c'est qu'on parle des futurs collaborateurs en entreprise, mais il faut également parler de la formation des collaborateurs actuels, puisque tous ces changements dont on est en train de discuter, c'est également des changements culturels profonds sur la façon d'envisager des problématiques, d'y réfléchir. Et on n'a pas le temps d'attendre que les étudiants actuels soient au poste de décision. Donc, il y a un travail de changement culturel et ensuite de monter en compétence sur ces sujets-là, mais à tout niveau, que ce soit dans les
dans les conseils d'administration, dans les cadres dirigeants, mais également dans les différents métiers qui peuvent être impactés ou les nouveaux métiers qui vont venir ou qui vont apparaître ou ceux qui vont être affectés. En fait, ces transitions, elles vont affecter vraiment presque tout le monde et la façon également de faire beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui. Donc, c'est très important quand on avance les questions d'éducation et de formation continue, formation professionnelle, de faire voilà, cette évaluation de comment est-ce que notre activité professionnelle va évoluer dans le cadre de ces transformations. Merci, Monsieur Laurent. And I ask my last question to Mrs. Ratio because our translator has gone. So thank you for our English-speaking friends to have stayed here, and to all who have something else right now to do. If you have another webinar to take part in or another meeting or anyway, you can leave, of course. Thank you very much for your contribution and participation, Mr. Elio. Thank you very much. Mrs. Ratio, sorry, I meant. Yeah. How to say with an English accent anyway. What about education and maybe, yeah, not only financial, but also technical cooperation between cities. The CEMR is really implied in this. Yeah. Do you have links or do you have activities with our municipalities elsewhere in the world? Yes, thank you so much. Very important question and good discussion going on. Yes, of course, CMR is the European network, but we also work with on a global level with UCLG, and I strongly recommend all local authorities to get to know their own local association, which work together with the different local governments, and then to find out the Twin Cities, which Mr. Ailio already mentioned, and I'm sure that we really definitely have to work together, and it's very useful. And at least we here in Finland and also in all Europe in CMR, we definitely want to work together. Also, the UN has a strong role on combining the different municipalities and local and regional authorities. So I really recommend. None of us can do this by ourselves, but we can, and we have to work together. Yes. So CMR and UCLG are the two organizations which I want to point out at this point. Thank you. Thank you to you all. There's another question. Yeah, there is many questions coming, of course, but I think we're running out of time. So if you have any specific questions, I think we share maybe your emails. And I know Mr. Elio has already done it. There was a question about coal, especially, and the place of wood coal in the European legislation coming from Mr. Guillaume Villard of Blue Card, I think. So feel free to charcoal. Yeah, thank you. So feel free to ask privately. If you don't hesitate also to send the questions to Climate Change, and we can contact the intervenant also maybe to make this interface between you and the participants. Shall we conclude on this first session? So before I first thank everyone for your participation in your time this afternoon, and also invite you to participate to maybe the next session next Thursday, because every Thursday we'll be organizing a session, a virtual workshop on each thematic coalition. So I'm inviting you to follow our activities every Thursday from now. And this session will be also available later on our website and on the social media if you want to re-listen some seconds, some piece of it. And we'll thank you all. Thank you very much for this session. Thank you. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Thank you. See you.